Pour répondre sur l'extrême droite, je vais d'emblée mettre les pieds dans le plat et ne pas trop tourner autour du pot. L'extrême droite, au moins depuis 1945 et plus encore depuis mai 68, est une invention du gauchisme sous sponsoring atlantiste, soit de la droite d'affaires, ce que j'appelle la banque, pour cacher que le national-socialisme était socialement de gauche. Ça aussi, c'est une des clés de compréhension de tout ce qui se joue depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. En tant que national-socialiste français, ça m'agace d'être rangé à l'extrême droite, qualificatif qui désigne pour moi les néoconservateurs, les impérialistes américano-sionistes et le pouvoir bancaire international. Donc, ma réponse, c'est que je ne suis pas d'extrême droite, je suis national-socialiste, mais on peut considérer que c'est pire. J'ajouterai, pour qu'on ne me prenne pas juste pour un provocateur, un national-socialiste français, sans besoin de recours à une théorie raciale pour des raisons d'espace vital, ce qui correspondait à la situation allemande, l'idéologie découlant souvent de la géographie. Je suis national-socialiste à la manière d'Hugo Chavez, soit, compte tenu du contexte actuel de domination par le mondialisme militaro-bancaire, un authentique homme de gauche, comprenne qui voudra. Je vous laisse juge de l'honnêteté de chacun et de la grossièreté de mes adversaires. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne YouTube Meurthe-Niaden et aujourd'hui on va continuer sur le fascisme et le national-socialisme et donc on va parler du national-socialisme et la société allemande, un peu comme avec, il y a un peu le même plan qu'avec, le fascisme italien, c'est ça voilà. Donc voilà, on va continuer sur la société allemande. Le programme du parti établi par Feder avant la prise du pouvoir voulait affranchir l'Allemagne, et je tourne la page, l'Allemagne de la tyrannie de l'intérêt. Ça fait penser à des trucs d'aujourd'hui. Il proposait l'étatisation des trusts, l'expropriation des grands domaines sans indemnité, la participation des ouvriers aux bénéfices. Le théoricien de gauche du parti, Strasser, proclamait que le capital ne crée pas le travail, c'est le travail qui crée le capital. Et s'élevait contre la domination des banques. Voilà, n'oubliez pas, c'est un plébéien. Enfin bref. Et je vous rappelle aussi que le Parti national-socialiste était financé par les grands propriétaires. Donc à un moment donné, bon, je pense que le gars, soit il était très con, soit il n'était pas au courant totalement du projet. Enfin bref. Mais Gregor Strasser s'en prenait aussi au marxisme et au pacifisme. Le socialisme allemand n'était pour lui que les vieilles villes d'empire avec leurs corporations, leurs grands remparts, le fier hôtel de ville, les hospices et les hôpitaux, le socialisme de la pratique, le prussianisme réalisé dans les faits. En 1928, Hitler avait un peu renié les postulats de Feder en limitant les nationalisations aux sociétés sans personnalité, ce qui n'avait guère de sens, et en restreignant les expropriations aux sociétés juives de spéculation foncière. C'était moins le capitalisme qu'il fallait abattre que le juif. Ah bah tiens, comme c'est surprenant. En définitive, si le national-socialisme s'est accompagné de transformations sociales, il n'a pas été véritablement un socialisme. Alors, je vais répéter parce que la phrase me semble quand même importante. En définitive, si le national-socialisme s'est accompagné de transformations sociales, il n'a pas été véritablement un socialisme. Bigre, les bras m'en tombent. Il est vrai que les hommes modestes sont arrivés aux échelons supérieurs du parti et de l'État et qu'une classe politique nouvelle s'est esquissée. Mais il est vrai également que les nazis méprisaient l'aristocratie et la bourgeoisie et que beaucoup aspiraient à un socialisme imprécis. Mais les propriétés sont restées à leurs propriétaires. La société est demeurée hiérarchisée comme par le passé, le seul brassage s'effectuant dans le parti, la nouveauté étant l'esclavage des ouvriers étrangers et des concentrationnaires. Ouais. Voilà, je pense que tous ceux qui se revendiquent aujourd'hui national-socialisme en mettant en avant une espèce de socialisme frelaté, je crois qu'il y a un Génocide qui s'est revendiqué national-socialiste. Voilà la réalité des faits. Voilà. Dans ces conditions, pour les nazis, le mot travailleur était vidé de tout contenu révolutionnaire. L'ouvrier était d'abord un membre de la communauté nationale. Et nique sa race, la lutte des classes. Les syndicats ouvriers s'étaient partiellement ralliés au nouveau régime dans les premiers mois de la prise du pouvoir. Ah mon dieu, les syndicats qui sont ralliés, mais quelle bande de bouffons quoi. Il existait un courant national
et n'en furent pas moins supprimés et les travailleurs regroupés dans le Front du Travail qui gérait les assurances sociales, les coopératives, les banques de crédits ouvriers. Alors, le Front du Travail dit, reformulé aujourd'hui, c'est gauche du travail, droite des valeurs. Voilà, c'est... voilà, dit autrement, c'est comme ça. Le personnel délègue auprès de la direction des hommes de confiance qui ne participent pas à la direction mais contrôlent les mesures sociales. Ainsi est effacée la lutte des classes, ouvriers et patrons étant associés à une œuvre commune et l'honneur du travail interdisant aux ouvriers de faire grève. Les lois sociales sont cependant nombreuses et réelles, vacances à bon marché, croisières à l'étranger, etc., avec une publicité disproportionnée à l'importance réelle de l'opération. Oui, il faut bien acheter quelques miettes à un moment donné pour la propagande. Accession des ouvriers à un logement décent, les services d'assistance dont le secours divers sont alimentés par les collectes pratiquement obligatoires, surtout le réarmement et l'enrôlement des sans-travail dans l'énorme administration du parti mirent un terme au chômage. 5,6 millions de chômeurs en 1932, 38 000 en 1939 et la reprise de l'activité économique et le rationnement assurèrent à chacun le minimum. Oui, bah c'est sûr, à ce rythme-là, si tu rétablis quasiment l'esclavage, effectivement, tu trouves des solutions, effectivement. Cette tranquillité dans les rapports sociaux faisait évidemment le jeu des industriels et des banquiers. Ah, dont Hitler était doublement le débiteur. Excusez-moi, je lis le truc avec vous, moi je redécouvre ça, moi c'est... Il y a un certain plaisir vraiment, parce que voir autant de branleurs se prendre au sérieux, oui, le national-socialisme c'est socialiste, donc c'est de gauche, nique ta race, c'est à un moment donné, t'as pas tout compris toi, enfin bref. Certes, l'économie est planifiée et les productions doivent se soumettre à un dirigisme qui réduit leur liberté d'action. Il est arrivé que leur rapport avec le parti Segris, le décret de mars 1942 signé par Hitler, menaçait de la peine de mort les industriels, je tourne la page, qui amassaient de trop grands stocks ou exigeaient trop de manœuvres. Il ne fut pas appliqué, comme c'est étonnant. Il est vrai aussi que l'économie d'État de la SS menaçait les entreprises privées. Elle demeurait cependant marginale et les banques, l'industrie lourde, l'industrie chimique, etc. restèrent entre les mains de leurs propriétaires. Les salaires horaires augmentèrent moins que le prix de gros. Les industriels gardèrent le contrôle de la manœuvre. Bien mieux, à Expert, au SPIR, au ministère des Armements, ils furent intégrés dans les fabriques de l'État. Celui-ci avait renfloué les banques pour leur céder ensuite ses participations. Aussi bien, les recettes brutes des grosses sociétés ont-elles considérablement augmenté, l'État prenant à sa charge les entreprises incertaines pour le traitement des minerais pauvres par exemple en y privatisant les entreprises prospères, privatisant entre guillemets. C'est seulement avec le désastre militaire que les industriels penseront à rompre avec Hitler, comme avec Mussolini en Italie. Ah c'est sûr quand ça sent le sapin à un moment donné tu te désolidarises quelque part. Le nazisme voulait enrayer l'exode rural vers la ville, fixer les paysans au sol, assurer le ravitaillement du pays. Pour son théoricien Walter Darré, les paysans représentaient l'élite d'une nation. Ils formaient une communauté sans classe de camarades de travail. Les grands propriétaires constituaient la nouvelle noblesse du sang et de la terre. Aux petits propriétaires était offert le mirage de la colonisation à l'Est et la suppression de leur endettement. Des lois instituèrent le domaine héréditaire en déclarant indivisibles les propriétés de moins de 125 hectares, chacune devant être transmise à un seul enfant dirigé par le père. Bah là, la méritocratie, c'est nique ta race, là, c'est héritier, voilà, il n'y a aucun mérite, c'est l'héritage pur et dur. Enfin bref, et en plus, ouais, hérité par le père, voilà, bon, patriarcat, tout ça, à un moment donné, on change pas une recette qui a fait ses preuves de fils de puterie. Le Reichsnachtank regroupa obligatoirement tous les producteurs agricoles et forestiers avec les entreprises de traitement des produits agricoles. C'est cette coopération nourricière, entre guillemets, qui, chaque produit, fixait les prix, imposait les contingents de production, détenait les monopoles des marchés intérieurs et extérieurs. Pratiquement, les grands propriétaires en furent les dirigeants. Ils étaient autorisés à appliquer les amendes à leur personnel et même le châtiment corporel si leurs ouvriers étaient polonais. Alors, je parlais d'esclavage pour la vanne, mais en fait, je pense que c'était réellement le retour à un truc qui ressemble sacrément à de l'esclavage. Le général von Stick, véritable créateur de la Reichswehr, avait tenu en dehors de la politique, c'est-à-dire en marge de la République. À part quelques exceptions, comme le général Groner, le corps des officiers généraux était favorable à Hitler. Il ne joua aucun rôle dans son accession
accession au pouvoir. Par la suite, le réarmement, le combat contre le traité de Versailles, la destruction de la SA enchantèrent les officiers. Hitler en profita après la mort de Hindenburg pour imposer à l'armée un serment d'obéissance à sa personne qui ne souleva aucune protestation. Il déclara alors que sans l'appui de l'armée, il ne serait pas là. C'est sûr, c'est pas grâce à l'appui de l'intelligence. Par la suite, sauf que quelques timides protestations, l'armée suivit le Führer dans toutes ses initiatives. Rares furent les généraux qui protestèrent contre les crimes des SS. Assez nombreux, ceux qui prirent part, tel ce général faisant noyer à Rhodes les Juifs qui ne pouvaient pas évacuer. Ah, quand même, ouais. Bon. Ce sont les désastres militaires qui ont suscité l'opposition du groupe d'officiers qui tenta d'assassiner Hitler le 20 juillet 1944. Il était isolé. Guderian déclara alors que tout officier d'état-major devait être un bon national-socialiste. Hitler en profita pour se débarrasser au maximum d'une caste qu'il détestait. Nombreuses furent les arrestations et les destitutions, les SS reçurent d'importants commandements, les commissaires politiques furent chargés d'éduquer les officiers. Rosenberg, dans ses thèses philosophiques mettant en relief les origines orientales du christianisme, les analogies du culte avec la pratique africaine, il revenait au national-socialisme de l'effacer. Les nazis ne s'attaquèrent pas directement à l'église catholique, mais aux mouvements de jeunesse et aux ordres monastiques. Ils eurent des partisans dans le haut clergé, tel l'évêque Udall tentant de prouver que le catholicisme avait influencé le national-socialisme. D'autres protestèrent contre ce néopaganisme, tel le cardinal Faulhaber et Galen, mais ils s'inclinaient devant la légitimité du régime et se défendant de faire de la politique et terminaient leur homélie en priant pour la patrie et le Führer. La pénétration nazie fut plus profonde chez les protestants habitués depuis Luther à obéir rigoureusement à l'autorité civile. Aussi bien les chrétiens allemands affirmaient que Christ est venu à nous par Adolf Hitler. Une association privée, l'Église confessante, luttait contre cette tendance, mais elle acceptait le contrôle du pouvoir sur l'Église. Rares furent les théologiens qui, comme Karl Bank, condamnèrent le nazisme. Sur 17 000 pasteurs, quelques centaines seulement ont été poursuivis, 42 envoyés dans les camps de concentration. Effectivement, c'est assez peu. Ce sont les sectes religieuses, témoins de Jéhovah, Quakers, Ménonites, je crois aussi l'anthroposophie, si je ne dis pas de bêtises. C'est pas dans le texte, mais c'est un peu moi qui le rajoute de tête, qui en raison de leur lien avec l'étranger furent les plus persécutés. Ah non, excusez-moi, effectivement. Sur 6000 témoins de Jéhovah, 5900 furent arrêtés, 2000 moururent de mort violente. Effectivement. Hitler n'a pas introduit le socialisme en Allemagne, mais il avait entrepris une profonde transformation de la société qu'il n'a pas eu le temps d'achever. En même temps que vu comment c'était parti, c'est vrai que ça serait dommage de s'arrêter en si bon chemin dans le massacre. Il l'a effectué dans un climat d'adhésion à peu près général, du moins jusqu'au désastre militaire en 1943 et 1944. Donc voilà pour la société allemande, qui apparemment, voilà, pour l'aristocratie, enfin voilà, c'est une espèce de socialisme extrêmement frelaté, totalement mensonger, enfin rien n'a changé, c'est voire même Hitler, enfin bref. Vous pouvez le réécouter, franchement c'est peut-être la partie la plus intéressante je pense, voilà, de souvenirs. Enfin bref, c'était la société allemande sous le national-socialisme, c'était Martin Eden en direct du Goulag, bisous à vous.